La Covid, un an après, une émission spéciale aujourd'hui avec le Centre Hospitalier Métropole Savoie. Différents acteurs du Centre Hospitalier sont avec nous. Alors messieurs, dames, nous allons faire un point complet sur cette année Covid. Et tout d'abord, Florent Chambaz, une question sur un plan départemental. Où en est la situation à ce jour? Alors au niveau de l'hospitalisation, on est dans une phase plutôt basse par rapport aux grandes hospitalisations qu'on a connues dans la deuxième vague. On a aujourd'hui une 60aine de patients hospitalisés sur toute la Savoie, 43 au CHMS et 8 patients en réanimation. Ces données-là ont été souvent, je dirais, les points de repère pour mesurer l'ampleur de l'épidémie. En termes de positivité, et le docteur Forestier pourra évidemment compléter, on est sur des taux qui continuent à monter progressivement. On mesure le taux de positivité pour 1000 habitants. On est aux alentours des 200 pour 1000 à peu près dans les derniers chiffres qui nous ont été communiqués, ce qui dénote une augmentation depuis maintenant un mois et demi. Alors c'est lent, c'est progressif, mais ça augmente toujours. Donc on est vraiment dans une situation où, si on se compare par rapport aux autres départements de la région, on est plutôt dans une situation qui est moins tendue qu'ailleurs, mais une situation quand même qui nous amène à une grande vigilance parce que on continue toujours à avoir un nombre important de patients qui arrivent régulièrement et souffrant de la Covid. Docteur Forestier, la capacité d'accueil est toujours, comment dirais-je, normale, où on peut encore accueillir des patients si le besoin s'en fait sentir? On a encore de la marge. On n'est vraiment pas dans une situation trop compliquée pour l'instant, particulièrement sur les services de médecine. On a vraiment un nombre de patients qui est assez limité par rapport à ce qu'on a connu. On est entre 40 et 50 patients depuis le début de l'année. Là, on était au pic à pratiquement 300 patients hospitalisés. Donc, vous voyez qu'on a de la marge. C'est un peu moins vrai sur la réanimation. Pour l'instant, on a toujours des lits de réanimation en plus par rapport à notre capacité habituelle. C'est une période où on est en général entre 18 et 20 lits de réanimation. Et là, on a 27 lits de réanimation qui sont bien nécessaires pour faire face à la demande Covid et aussi non Covid. Donc de la marge, mais comme le disait M. Chambaz, on a vraiment une accélération des chiffres là, depuis quelques jours qui commence à être préoccupante. On est passé au-dessus de la barre des 200, en Haute-Savoie, il se rapproche de la barre des 300, et ça sur les tout derniers jours. Donc on peut craindre de voir de nouveau une arrivée de patients un peu plus massive à l'hôpital dans les jours qui viennent. Florent Chambaz, il y a une disparité entre les différents hôpitaux de Savoie. Est-ce qu'on peut avoir une info là-dessus? De disparité, oui, mais c'est assez naturel. C'est-à-dire que l'organisation qu'on a mis en place depuis le début de la crise, c'est-à-dire il y a un an, c'est une organisation qui est vraiment territorialisée. Donc chaque établissement a un rôle particulier dans la prise en charge. Le centre hospitalier Métropole Savoie, sur son site de Chambéry, accueille tous les patients en réanimation. Donc automatiquement, il n'y a que nous qui accueillons des patients en réanimation. Et puis on dispose de services de spécialité, comme celui du docteur Forestier de maladies infectieuses, comme le service de pneumologie, où on hospitalise en priorité les patients qui ont effectivement les symptômes les plus graves de la maladie. L'ensemble des autres établissements continuent à accueillir des patients souffrant de la Covid. C'est le cas d'Albertville-Moutier, c'est le cas de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le cas de Bourg-Saint-Maurice, mais on n'est pas sur les mêmes typologies de patients. Et c'est vrai que, comme le disait le docteur Forestier à l'instant, on a des chiffres qui commencent à augmenter un peu. La semaine dernière, il y avait quasiment plus de patients hospitalisés dans les autres établissements du territoire. On a fait un point hier et on voit réapparaître un certain nombre de patients souffrant de la Covid au sein de l'ensemble des établissements de la Savoie. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette crise en termes d'urgence? On va peut-être poser la question au docteur Philippe Dalmont. Vous êtes directeur médical de crise. J'imagine qu'il a fallu s'adapter. Et depuis un an, on a trouvé, je dirais, de nouveaux réflexes. C'est certain. Les choses ont quand même beaucoup changé entre la première et la deuxième vague. Souvenez-vous que la première vague, on n'avait pas encore les tests complètement disponibles. On avait été obligé de faire une unité de tampon pour attendre les tests. Il nous fallait 24 heures. Aujourd'hui, en 20 minutes, on a la réponse si le patient est positif ou non. On s'est amélioré aussi sur la prise en charge et notamment ça le docteur Forestier pourra le dire, mais l'oxygénothérapie à fort débit, la dexaméthasone sont des traitements qu'on a proposés à la deuxième vague, qu'on n'a pas proposé à la première vague et qui a amélioré et reculé, voire évité le passage en réanimation. On a réparti l'effort. Alors, M. Chambaz disait, on n'a qu'une réanimation en Savoie, mais on a monté des unités de soins continus. Enfin, ces unités existent déjà, mais les hôpitaux périphériques ont accepté de prendre en charge des patients un peu plus graves dans cette unité pour faire le tampon et peut-être éventuellement éviter qu'ils aillent en réanimation.
On forme mieux aussi nos équipes soignantes. La première vague était envoyée sur la réanimation. C'était surtout des gens du bloc opératoire. Alors, on les recevait, on leur faisait une formation un peu trop courte. Là, aujourd'hui, on forme des personnes en dehors du bloc pour ne pas non plus impacter en permanence les ressources du bloc et diminuer aussi la programmation au bloc. Donc, on forme des infirmières et des infirmiers des services. On fait une formation de 4 jours en théorie, 2 jours en immersion. Voilà. Et puis, enfin, mais ça, on en parlera tout à l'heure, c'est pour le personnel qu'on prend en charge aussi pour les aider à passer quand même ces 2 troisième vagues qui sont quand même difficiles aussi pour nous. Alors justement, on va demander à Hélène, qui est infirmière, comment ça se passe pour vous, Hélène, et pour vos collègues tout au long de ce quotidien, parce que c'est vous qui êtes, je dirais, au devant et sur le front. Oui, tout à fait. C'est vrai que la première vague a été vraiment différente de la seconde. On l'a pas vécu de la même façon. La première vague, on était vraiment, on découvrait tout, même les médecins, tout ce qui était traitement. Enfin, on avait vraiment très très peu de recul. Donc effectivement, on a dû apprendre assez rapidement à utiliser des machines de réanimation qui envoient des forts débits d'oxygène. Donc voilà, ça a été l'organisation a été totalement revue. Tous les lits étaient conservés uniquement pour les Covid. Donc voilà. Et puis pour la seconde vague, ça a été une autre organisation encore où là on était un peu plus armés, plus équipés, tout ça. On avait beaucoup plus de recul. Donc voilà, on a pu faire face plus facilement. Docteur Charles Van Belle, vous êtes médecin généraliste, vous êtes en rapport bien sûr avec le centre hospitalier. Pour vous, quelles ont été les grandes étapes de cette année Covid? Est-ce que ça a changé forcément la relation avec vos patients? Nous, on a une première vague particulière avec une désertification des cabinets. Les gens ne venaient plus, même pour les pathologies graves, on va dire. On a vu du coup des choses beaucoup plus graves revenir à la fin de cette première vague, et un développement important de la téléconsultation, avec les difficultés que ça peut occasionner, la téléconsultation restant un mode de consultation très dégradé de ce qu'on peut faire, sans aucun examen clinique ni surveillance. Et au fur et à mesure, on a gardé la téléconsultation que pour le suivi des patients Covid, pour évaluer leur état de santé et les faire venir au cabinet que en cas de nécessité. Si le suivi se passait bien, ils restaient à domicile et on maintenait les téléconsultations. Nous, dans notre cabinet, la téléconsultation devient très anecdotique actuellement. Florent Chambaz, la question que se posent beaucoup de citoyens, ce sont les déprogrammations d'opérations. Est-ce qu'on a réussi à rattraper le retard évident de 2020? Est-ce qu'en 2021, on a retrouvé un rythme pour s'occuper de toutes ces problématiques et toutes ces opérations en parallèle? Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important et qui nous préoccupe beaucoup pour l'ensemble de l'hôpital, parce que effectivement, on a beaucoup focalisé sur la prise en charge des patients qui étaient touchés par la Covid. On a mobilisé beaucoup de moyens et c'était totalement naturel pour les prendre en charge. Pour ce faire, on a dû annuler effectivement, fermer les services de chirurgie, annuler beaucoup d'opérations. Et aujourd'hui, 4 mois après la quasi-fin de la seconde vague, on n'a toujours pas récupéré le retard qu'on a accumulé au niveau chirurgical. D'abord parce que, comme le disait le docteur Foresti tout à l'heure, on n'a pas encore récupéré nos capacités normales de fonctionnement. Et donc, pour ouvrir plus de lits de réanimation, il faut qu'on mobilise des compétences que l'on trouve au bloc opératoire. Donc, tous les blocs opératoires n'ont pas pu réouvrir pleinement au CHMS. Deuxièmement, il y a effectivement tout ce retard de patients accumulé. Alors, je tiens à dire, on a pris en charge toute l'urgence, toute la cancérologie, toutes les opérations qui devaient être réalisées dans des délais courts ont été prises en charge et sont prises en charge sans aucune difficulté. Maintenant, effectivement, on travaille d'arrache-pied avec les chirurgiens pour rattraper le retard que chacun a dans sa spécialité. Mais ça, il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce qu'au niveau national comme au niveau local, c'est une potentielle conséquence de la Covid qui pourrait pénaliser la santé publique. Donc on est particulièrement vigilant et on travaille vraiment pour retrouver un niveau le plus rapidement possible, quasiment normal d'activité. Je voulais juste revenir sur un point qui a été abordé sur la différence de gestion sur la crise. Et comme traduire une chose, c'est que la première vague, là, il y a 1 an, on découvrait tout. On découvrait la Covid, on n'avait pas tous les moyens qu'il fallait et on n'avait pas surtout les connaissances scientifiques qu'il fallait. On a eu dans la première vague un maximum de 73 patients à un jour donné. La deuxième vague, on en a reçu jusqu'à 300 par jour. Et on l'a vécu très différemment.
Aujourd'hui, on a une quarantaine, une cinquantaine de patients tous les jours dans nos lits qui souffrent de la Covid. Ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là, parce que ça nécessite une adaptation du quotidien pour tout le monde. Mais on est en capacité, si on n'est pas débordé sur l'AREA, si notamment la campagne de vaccination continue à se dérouler sur de bons auspices, eh bien, on est en capacité d'intégrer finalement une partie d'activité Covid comme une autre activité. Mais c'est vraiment ces pics d'activité qui nous pénalisent beaucoup dans le fonctionnement hospitalier. Merci pour ces précisions. Je vais revenir avec le docteur Emmanuel Forestier sur les variants, puisque depuis quelque temps, on en parle. Ils viennent du nord, du sud, et ils sont nombreux. Cette troisième vague est particulièrement marquée par le variant anglais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce variant ? Normal pour un virus de muter, et des variants, il y en a eu des milliers depuis le début de l'épidémie qui sont apparus sans qu'on s'en rende compte. Et puis parmi ces milliers de virus nouveaux, il y en a de temps en temps un qui s'avère un peu plus soit virulent, soit plus contagieux, soit les deux. Et en l'occurrence, effectivement, ce variant anglais, il est à l'évidence plus contagieux. On estime qu'il est 50% plus contagieux, donc il se transmet plus facilement. Ça a été assez vite documenté par nos collègues anglais qui ont ainsi pu expliquer en partie l'explosion du nombre de cas en décembre en Angleterre. Et puis, la mauvaise nouvelle qu'on a eue progressivement ces dernières semaines, c'est de se rendre compte qu'il est aussi plus virulent, puisqu'il y a à l'évidence plus de cas graves induits par ce variant anglais, qui est maintenant très largement majoritaire en France. On est à peu près à 75% des cas de Covid qui sont liés au variant anglais, et c'est la même proportion en Savoie. Et ça explique en fait que les réanimations se remplissent proportionnellement plus vite que les lits d'hospitalisation traditionnels, par rapport à ce qu'on avait connu cet automne. Il y a peut-être aussi un petit effet de la vaccination, mais c'est vraiment marquant de voir les courbes qui ne sont pas du tout dans le même sens. La courbe d'hospitalisation en réanimation s'est fortement dégradée sur les dernières semaines, notamment en région parisienne et dans le Nord, alors que la courbe des hospitalisations en médecine, elle, a plutôt tendance à baisser. Et donc ça illustre parfaitement que ce variant anglais, en plus d'être plus contagieux, est aussi plus virulent et entraîne plus de cas graves. Pour terminer sur le variant anglais, une bonne nouvelle quand même, c'est que par contre, quand on a déjà eu la Covid, a priori, on est quand même protégé contre ce variant anglais. Et surtout, les vaccins actuellement disponibles sont parfaitement efficaces contre ce variant. Donc, on n'a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Le variant breton, j'en dirais deux mots, mais a priori, on n'a pas d'élément d'inquiétude. Ça fait partie de ces nouveaux virus qui sont apparus, et là, en l'occurrence, en Bretagne. Il y avait une petite crainte sur le fait qu'il était peut-être un peu plus difficile à détecter. On n'est pas sûr que ça se confirme, mais pour l'instant, je pense que ça ne doit vraiment pas être une préoccupation pour la plupart d'entre nous. On va revenir sur le vaccin AstraZeneca qui a fait parler de lui ces derniers temps. On a tout interrompu. Maintenant, la Commission européenne nous dit qu'on peut redémarrer. Est-ce que c'est pas un mauvais coup pour les gens qui sont un petit peu réticents au vaccin en se disant cette fois-ci, niet, on n'ira pas, on ne sait jamais. Qui veut répondre à cette question? Philippe Dalmont, Emmanuel Forestier? Je vais peut-être commencer par répondre. On peut voir les choses de manière négative en disant que c'est un mauvais coup, mais on peut aussi voir les choses de côté positif en montrant qu'il y a une pharmacovigilance qui est particulièrement rigoureuse sur ces médicaments-là et que le moindre cas anormal est bien détecté et bien investigué. Donc ça montre que ce qui a été dit est fait. On a une vigilance extrême sur ces médicaments. Et après, dès lors qu'on a cette vigilance, c'est normal de trouver des choses qui peuvent paraître problématiques et de les investiguer une fois qu'elles apparaissent. Tous les médicaments, quels qu'ils soient, ont des effets indésirables. La question après, c'est le rapport bénéfice-risque de ces médicaments, et c'est la même chose pour les vaccins. Et pour le coup, on n'a aucun doute sur le fait, et ça a été confirmé hier par l'Agence européenne du médicament et aujourd'hui par la HAS, que le rapport bénéfice-risque de ce vaccin, il est indiscutable. À l'échelle collective, on a vraiment un bénéfice majeur à vacciner largement avec ce vaccin. Après, ponctuellement, il peut y avoir des effets indésirables qui pour certains sont fréquents, par exemple les syndromes grippaux qui sont fréquents après l'injection, mais qui sont banaux et qui guérissent en quelques heures. Et puis, très ponctuellement, des effets secondaires malheureusement plus graves, mais qui restent extrêmement minoritaires. Et à l'échelle individuelle, le risque que ça survienne est extrêmement faible. Donc, effectivement, on peut de nouveau vacciner avec l'AstraZeneca à partir d'aujourd'hui. Alors, par prudence, ce vaccin est réservé maintenant aux plus de 55 ans, puisque tous les cas de thrombose, en tout cas, ceux qui ont été conduits au décès ont été chez des personnes de moins de 55 ans. Donc, la HAS a mis cet élément de prudence supplémentaire pour l'instant. Mais il ne faut pas avoir d'inquiétude. En tout cas, pas plus que quand on prend n'importe quel autre médicament. Et les Français sont des gros consommateurs de médicaments et ils se préoccupent
beaucoup moins les effets secondaires de tous ces autres médicaments. Ce serait bien qu'ils aient la même attitude pour les vaccins. C'est un peu un fléau en termes de communication. Docteur Philippe Dallemand, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je pense que quand même, l'AstraZeneca commençait à avoir une meilleure image. Bon, ça a peut-être un petit peu chamboulé les choses, mais quand même, si j'en crois les listes d'attente aujourd'hui des professionnels et puis d'autres personnes sur l'AstraZeneca aujourd'hui, elles sont pleines quand même. Donc ça n'a quand même pas non plus complètement annihilé l'effort de communication sur ce vaccin. On peut demander aussi l'avis du docteur Vambel. Vous, la vaccination, vous êtes directement concerné puisque vous commencez bien sûr à vacciner vos patients. Comment ça se passe? Quels sont les échos que vous en avez? Alors, nous, on a commencé à vacciner depuis quelques semaines. Effectivement, on peut dire qu'il y a un tiers des généralistes qui peuvent s'organiser pour cette vaccination. Ce qui est compliqué pour nous, c'est vraiment ces rebondissements. On peut pas, on a des doses, on n'en a pas, on a des flacons, on peut en commander, on reçoit pas tout. Donc, au niveau organisation, c'est compliqué. Par contre, quand on prend le temps d'échanger avec les patients, de discuter avec eux, ils ont bien compris maintenant cette histoire de balance bénéfice-risque et ils sont tout à fait en mesure de peser ça, de comprendre. Et moi, sur les patients avec lesquels j'ai pu discuter là pendant mes journées de consultation cette semaine, pendant cette crise, ça nécessite peut-être 5 ou 10 minutes d'explication ou d'échange, mais à la fin, ils sont tout à fait convaincus de l'intérêt de la vaccination et j'ai pas eu un gros changement à part ce temps d'échange un peu plus long dans l'intérêt de la vaccination pour les patients. On avait des vaccinants qui étaient programmés jusqu'à ce matin. On attendait l'avis de la HAS qui est tombé que dans la matinée, donc on a dû annuler. On avait 0 annulation ce matin malgré tout. Et dans la semaine, donc, peu de gens ont déprogrammé au vu de cette crise. Ils attendaient juste qu'on puisse recommencer, quoi. La vaccination va être ouverte aux pharmaciens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que de toute façon, on a besoin de toutes les forces disponibles. Pour certains patients et certains territoires, ce sera le médecin généraliste qui sera le plus adapté. Pour d'autres territoires et d'autres patients, ce sera le pharmacien. Il faut aussi qu'on puisse mettre en place probablement la vaccination au niveau des infirmiers et des infirmières libérales. Pour l'instant, elles nous aident dans certains centres de vaccination, mais peut-être pour la deuxième dose, on aura vraiment besoin d'un soutien important des infirmiers et des infirmières libérales. Donc, moi, je crois que toutes les forces sont bonnes à prendre et que, au vu du nombre de personnes à vacciner, il faut que la vaccination soit le plus accessible possible et par tous les moyens possibles. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le fait que d'être vacciné, ça ne veut pas dire qu'on ne transmet plus la Covid. Qui peut répondre à cette question? C'est parce qu'on n'avait pas les informations, on n'avait pas les données scientifiques qui permettaient d'être complètement rassurés. Les toutes dernières études qui sortent et qui commencent à pouvoir permettre de répondre à cette question montrent que quand même, a priori, on transmet très peu le virus une fois qu'on a été vacciné. Le nombre d'infections asymptomatiques est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que c'est quand même un bon élément aussi de protection collectif et c'est notre seul moyen de toute façon de sortir de cette épidémie et ça se confirme au vu de ces éléments-là. Alors pour autant, pour l'instant, la précaution, ça reste d'appliquer rigoureusement les mesures barrières et de porter le masque parce que le vaccin est quand même pas efficace à 100% sur cette situation-là et puis tout le monde n'est pas vacciné, on va pas s'amuser à aller demander à chacun est-ce qu'il est vacciné ou pas vacciné pour porter le masque. Donc la règle reste la même pour tout le monde. Mais les données qui commencent à sortir sur le risque de transmission une fois qu'on est vacciné sont quand même très rassurantes. Différents vaccins, y en a-t-il un qui est meilleur que les autres? Question qu'on nous pose régulièrement. Alors en termes d'efficacité, tous les vaccins se valent à l'heure actuelle sur la souche chinoise historique, sur le variant anglais. Sur les autres variants, et notamment brésiliens et sud-africains, on a un peu moins d'informations, mais c'est des variants qui sont très minoritaires. Notamment en Savoie, on a eu la bonne surprise de voir que, alors qu'il y a 3 semaines, un mois, on était avec une prédominance relative du variant brésilien et sud-africain sur le variant anglais, eh bien, en un mois, le variant anglais, comme je vous disais tout à l'heure, est passé à plus de 75%, alors que les variants brésiliens et sud-africains sont passés de 12% à moins de 8%. Donc ça montre que celui qui nous préoccupe à très court terme et pour les mois qui viennent, c'est avant tout le variant anglais, et là, tous les vaccins se valent effectivement. Finalement, docteur Philippe Dallemand, pour sortir de cette crise que vous gérez au quotidien, la vaccination, c'est la solution. C'est la solution, enfin c'est une des solutions. On espère aussi que la période estivale, mais on n'y est pas encore, ça nous fera une accalmie. Et donc les deux conjugués,
on verra peut-être le bout du tunnel. Vous savez très bien qu'en période estivale, on a envie de sortir. Là, on va repousser à 19h le couvre-feu. Est-ce que vous n'avez pas une crainte là-dessus sur une remontée en puissance au niveau de vos services ? Non, je pense pas à une heure près, ça permettra quand même aux gens d'aller faire... À une heure près, avec les beaux jours aussi. À une heure près, avec les beaux jours, oui. On a plus envie de sortir, d'aller se promener, etc. Bien sûr. Mais si on se promène dehors, il y a quand même très peu de chances de l'attraper si on est à distance les uns des autres. C'est quand même plutôt à l'intérieur, dans les espaces confinés, qu'on risque d'attraper le Covid. Bien sûr, si on est en groupe et qu'on se rassemble, même en milieu, en plein air, il y a un risque. Mais je pense que là, il faut vraiment... Je crois que l'ensemble des Français ont compris quand même la mécanique. Et puis, s'ils veulent pas prendre du risque, ils savent ce qu'ils ont à faire, quoi. Alors, on va revenir avec Hélène Fourcard, qui est infirmière, je le rappelle. Hélène, vous avez des patients directs tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui ont eu le Covid, ils savent comment ils l'ont eu et ils se posent des questions sur la façon de gérer leur quotidien face à une crise? Alors oui, tout à fait. Malheureusement, on a beaucoup de contamination intrafamiliale. Souvent, c'est quelqu'un de la famille qui a eu le Covid et puis qui est venu en visite. Et puis voilà. Donc c'est vrai que j'en profite pour rappeler que le port du masque, c'est vraiment important. Faut continuer à bien porter le masque en présence des autres et des personnes vulnérables, un peu plus âgées, tout ça. C'est réellement une des premières causes. Après, comment ils le ressentent. C'est réellement une des premières causes, Hélène? Le fait d'être en famille, de ne pas porter le masque, etc. Oui, comme rappelait le professeur, dans les espaces confinés, voilà, dans le salon, on va boire le thé chez le proche. Et puis, voilà, en général, ça se passe dans des conditions comme ça. On a quand même beaucoup plus de personnes âgées qui sont touchées. Quelques personnes aussi plus jeunes. Donc là, ça va être au niveau du milieu professionnel, où ils vont se contaminer beaucoup plus. Alors, on se croit souvent plus robuste lorsqu'on est jeune, 40, 50 ans, et en fait, on s'est aperçu ces derniers temps que les malades étaient très nombreux dans ces tranches d'âge-là, et la maladie était très sévère aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que les patients plus jeunes, on en a eu aussi beaucoup moins, mais pour la plupart qui sont passés par de la réanimation, donc qui ont développé des complications. Et des complications qui vont nécessiter par la suite une longue prise en charge de réadaptation dans des soins de suite et de réadaptation justement avec beaucoup de kinés, tout ça. On a beaucoup parlé du moral des infirmières, des infirmiers. Qu'est-ce qu'il en est pour vous et pour votre entourage? Vous arrivez à résister? Vous vous soutenez? Comment ça se passe finalement, votre quotidien? Comment vous arrivez à tenir, vous aussi, un an après? C'est vrai que du coup, déjà entre collègues, avec les médecins aussi, on est très soudés, on est très à l'écoute les uns des autres, et on reçoit aussi beaucoup de soutien des familles, donc qui peuvent pas se déplacer à cause justement de la Covid, qui peuvent pas visiter leurs proches, mais qui sont vraiment très reconnaissants par téléphone, qui nous remercient beaucoup, qui nous souhaitent toujours beaucoup de courage. Et puis on a aussi eu le soutien des étudiants infirmiers, qui sont venus en renfort justement sur leur temps de formation pour venir renforcer les équipes, donc travailler de nuit dans les EHPAD, etc. Donc voilà, c'est surtout comme ça qu'on tient le coup. Florent Chambaz, en tant que directeur du centre hospitalier, bien sûr, il y a eu la crise au niveau des citoyens. Il a fallu aussi gérer cette problématique RH, ressources humaines, au cœur même de l'établissement. Comment vous avez vécu ça, vous, de plein fouet? Parce que c'était un truc auquel vous attendiez pas non plus. Personne n'était prêt à vivre une crise de ce type-là. On connaît les crises dans l'hôpital. On se mobilise 2-3 jours dans le cas d'un accident un peu grave. Là, ça fait un an de mobilisation, parfois de surmobilisation pour certaines catégories professionnelles. Donc, c'est une vraie difficulté. En fait, pour faire face, il y a d'abord, je tiens à le souligner, la solidarité qui s'est mise en place au niveau de l'ensemble de la communauté hospitalière, qu'elle soit médicale, soignante, mais pas que. Je voudrais aussi souligner l'investissement de tout l'ensemble des corps professionnels qui existent à l'hôpital, techniques, administratifs, logistiques, parce que si on n'avait pas été tous présents, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, d'abord la solidarité. Ensuite, on a travaillé sur la formation. Docteur Dalmont le disait tout à l'heure, former plus d'infirmières à la réanimation. Ça nous a demandé de mettre en place assez rapidement un programme spécifique de formation. On a aussi joué sur la solidarité territoriale, qui a été importante. Et puis aussi, on a été, je dirais, dans une gestion du quotidien, c'est-à-dire au jour le jour.
On regardait le nombre de lits disponibles, le nombre de personnel, et on a été vigilant autant que faire se peut, même si c'était compliqué, à toujours essayer de préserver en partie nos personnels, c'est-à-dire à pas annuler de vacances, en tout cas essayer de pas le faire, à garder des temps de repos. Mais ça n'a pas été évident, et c'est ça aussi, je crois, le message qu'on doit peut-être passer après un an de crise, c'est que la crise n'est pas finie. Donc, pour préserver nos équipes, il faut continuer, même si ça nous pèse à tous, et croyez bien aux hospitaliers les premiers, il faut continuer les efforts que l'on a mis en place depuis plusieurs mois. Docteur Philippe Dalmont, vous vivez ça de plein fouet avec les patients et aussi avec vos équipes. Comment va le moral de vos troupes au quotidien ? Écoutez, le moral, il est un peu à l'image de celui des Français parce qu'on en a tous marre de cette crise et on aimerait bien en voir le bout. Mais après, c'est aussi très inhomogène selon les services. Vous avez les services comme le service du docteur Forestier ou la Réa ou la pneumo, et Hélène en témoignait, qui ont été quand même très très impactés. Vous en avez qui ont été un peu moins impactés. N'empêche que c'est quand même dur. On n'en voit pas le bout. Alors, on a appris quand même, entre la première vague où on avait mis une ligne téléphonique à disposition du personnel, mais ils n'osaient pas répondre. Et depuis janvier, on a demandé à 2 psychologues d'aller dans les services, d'aller rencontrer les gens, d'aller faire de la résilience pour d'abord se présenter et puis proposer des entretiens individuels. Donc, ils ont rencontré 700 agents, ils sont rentrés dans 68 services. Et ça, c'est important pour leur dire, ça a été dur pour vous, mais on prend en compte cette souffrance et puis on est là pour entendre et pour vous aider à déballer votre sac, parce qu'il y a des gens qui ont quand même souffert. Vous savez, même en EHPAD, on a l'habitude de voir des gens mourir, mais autant en si peu de temps, non. Et ça a quand même traumatisé beaucoup de nos professionnels. Voilà. Bon, donc il y a une résignation peut-être, il y a une fatigue, il y a une espérance que ça se termine quand même. Mais je vois quand même des équipes aussi avec du ressort. Et puis je passe dans les services et puis j'entends quand même encore des gens qui rient, qui sont quand même heureux de travailler. Mais vivement que ça se termine. Cette crise. On va rebondir justement sur les EHPAD. Florent Chambaz, les EHPAD en Savoie, finalement, ont été assez protégés. Il y a eu une période de crise. On l'a vécu à une époque sur Savoie News en allant vous voir. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, pendant la première vague, les EHPAD ont été assez protégés, puisque notamment sur Chambéry, on a eu dans les EHPAD du CHMS 0 cas. Malheureusement, la deuxième vague, les EHPAD ont été très fortement touchés, ce qui nous a amené à être d'autant plus vigilants sur les conditions de visite, les conditions de vie en collectif au niveau des EHPAD. Donc on a eu malheureusement 406 résidents qui ont été contaminés lors de la deuxième vague. C'est quand même très important. Aujourd'hui, on a conservé un certain nombre de précautions par rapport à la vie en collectivité, notamment par rapport aux visites. Des règles qui sont parfois difficiles pour les familles, et ça on comprend complètement, mais on est toujours dans l'équilibre entre le risque qu'on fait courir aux résidents et puis la liberté qu'on peut leur donner. Depuis cette semaine, à partir de lundi, les visites vont être plus faciles, les temps de visite vont être plus faciles. Clairement, nous, notre objectif, c'est de poursuivre, encore une fois, on le ressasse, mais la vaccination pour être sûr que les personnes qui viennent rendre visite aussi aux résidents sont vaccinées. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un très bon taux de vaccination en EHPAD. Les résidents des EHPAD se sont plutôt bien fait vacciner, ce qui est une très bonne chose. Et on espère qu'avec la généralisation de la vaccination, ça pourra être le cas aussi pour leurs familles. Messieurs, dames, je pense qu'on a fait un tour complet. Je vous demande de conclure chacun à votre tour sur ce que vous attendez et quels sont vos pronostics pour retrouver une situation peut-être un peu plus stable au niveau du quotidien des citoyens. Donc peut-être se débarrasser un jour de l'épidémie. Je vous laisse à chacun donner votre pensée. On va peut-être d'abord laisser la parole au médecin généraliste Charles Vambel. Important, c'est qu'effectivement on puisse augmenter de façon importante cette vaccination. Il y a encore tout un pan de la population des plus de 75 ans qui sont à domicile, qui encore sont pas très bien vaccinés. Moi, je voulais commencer cette semaine en allant en visite, mais ça reste compliqué de faire accéder à la vaccination. Donc il y a tout un travail là-dessus à réaliser. Hélène Fourcart, pour vous ? Écoutez, moi j'encourage chacun à se rapprocher de son médecin, de son pharmacien, de l'infirmière libérale qui vient s'occuper de la personne tous les jours.
voilà, pour prendre des informations éclairées et puis voilà, continuer à se protéger les uns les autres en appliquant les gestes barrières. Docteur Philippe Dallemont, vous pensez qu'à la fin de l'été, on aura fini avec ce virus? J'espère bien, j'espère peut-être même avant, fin juin, début juillet, en espérant quand même que les gens, en attendant, se fassent vacciner, ça c'est important, continuent à porter le masque quand même, continuent à garder les mesures barrières pour l'instant. Pour l'instant, il faut pas baisser la garde, et puis jouer la solidarité. Alors la solidarité, c'est la vaccination, mais continuer à jouer la solidarité aussi au niveau territorial pour que ensemble on puisse continuer et puis parachever ce gros travail. Emmanuel Forestier, vous avez été le fil rouge pendant un an sur Savoie News. Chaque semaine, vous nous avez informé sur ce virus et l'évolution de la maladie. Vous êtes au cœur de la situation. Comment vous voyez les choses de votre côté? J'espère bien effectivement que la situation va s'améliorer d'ici l'été à la faveur de la vaccination notamment. Là, on va passer dans une phase maintenant où on devrait avoir progressivement suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. Jusqu'à présent, c'était très compliqué parce que la livraison des doses était clairement insuffisante par rapport aux besoins. Là, d'ici la fin du mois et d'ici début avril, on devrait vraiment avoir une augmentation très nette du nombre de doses disponibles et donc il faut absolument se tourner vers son médecin généraliste. Se tenir au courant aussi sur le site santé.fr des centres de vaccination qui seront à côté de chez vous pour se faire vacciner. La vaccination, c'est le seul moyen qu'on a pour se sortir le plus vite possible de cette épidémie. Et en attendant, effectivement, continuer à se protéger, protéger les personnes les plus fragiles notamment, porter un masque. Et avec ça, on peut espérer quand même qu'avant l'été, on retrouve une situation un peu plus normale. Vous restez positif alors? Toujours. Toujours? C'est le propre d'un docteur, vous me direz. On va finir le mot de la fin avec Florent Chambaz, directeur du centre hospitalier. Vous en avez sur vos épaules des responsabilités en tant que directeur. J'imagine que vous les assumez très bien, vous gardez aussi le sourire. Donc, vous restez aussi positif pour les mois à venir? On reste concentré pour les mois à venir. Je pense qu'effectivement, il y a un horizon, alors que ce soit juillet, septembre, il y a un horizon positif. On a les outils maintenant pour voir le bout du tunnel. C'est la vaccination, répétons-le encore une fois. La phase qui s'annonce quand même va être compliquée. Elle reste compliquée. Donc, il ne faut pas qu'on désarme. Il faut qu'on reste concentré. Et puis, juste pour la boutade, mais effectivement, c'est vrai qu'en tant que directeur général, j'ai peut-être beaucoup de responsabilités, mais je pense surtout souligner que depuis un an, ce qu'on a fait, c'est du collectif. C'est de travailler ensemble avec la médecine de ville, avec les établissements médico-sociaux, avec les autres établissements du territoire. Et je crois que dans la vaccination, c'est aussi cette stratégie qu'on a mis en place. Il faut qu'on continue. Et c'est ça peut-être surtout qui me rend optimiste. Florent Chambaz, je voulais vous remercier, vous et toutes vos équipes, pour la disponibilité que vous nous avez accordée pour Savoie News, à venir à chaque fois dans vos établissements et toujours avec un très bel accueil. J'en profite pour remercier Suzanne Meyer qui nous a aidé à préparer ce dispositif, ainsi que mes collaborateurs, Elisa Lebris et Kevin Otero, qui m'ont permis de réaliser le conducteur de cette émission. Messieurs, dames, merci d'être là. Bon courage à vous et comptez sur nous pour communiquer autour de vos actions. À très bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.